de la Viso. Maya Termination, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Maya, nous avons une invitée aujourd'hui que je salue également. Il s'agit de Sonia Fellouz. Sonia, bonjour. Bonjour. Alors Sonia Fellouz, vous êtes docteur en sciences des religions, vous êtes chargée de recherche au CNRS, vous enseignez à Paris Panthéon-Sorbonne et à l'Institut universitaire Elie Wiesel. D'ailleurs, on parle beaucoup de vous le jeudi matin puisque j'ai une émission spéciale avec eux. Vous êtes spécialisée dans l'histoire de l'art juif, plus particulièrement en iconographie biblique, antique et médiévale comparée et en interprétation des textes rabbiniques. Vos travaux ont plus particulièrement porté sur les manuscrits hébreux enluminés du Moyen-Âge et sur l'histoire des relations judéo-chrétiennes en Espagne. Vous travaillez également, et cela sera notre focus aujourd'hui, sur l'histoire des relations judéo-musulmanes en Tunisie maya. Oui, merci beaucoup Lise. Alors sur ce thème des relations judéo-musulmanes en Tunisie, Sonia, vous signez un documentaire qui s'appelle Du TGM au TGV, donc produit par Gilles Samama de format international et réalisé par Ruggiero Gabay. J'espère qu'on prononce bien comme ça. Oui, oui, ça a l'air bien. Non, qu'est-ce que vous en dites ? C'est parfait, Ruggiero Gabay. Alors, le TGM, pour les non-initiés, c'est une ligne ferroviaire qui date du 19e siècle, qui relie Tunis à la Marsa, en passant par la Goulette, donc des lieux emblématiques du quotidien des Juifs tunisois. Alors, dans ce documentaire, vous évoquez l'histoire, la vie de la communauté juive de Tunisie, mais aussi son départ et son intégration en France. Votre documentaire est basé sur les témoignages directs des Juifs tunisiens qui parlent de l'exil et de la volonté de repartir à zéro en France. Alors, ma première question, Sonia, c'est qu'est-ce que vous avez voulu expliquer déjà, qu'est-ce qui vous a amené à aborder ces sujets ? Et plus largement, qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ce travail ? Je vais vous répondre en deux fois. En fait, je me suis intéressée à l'histoire des Juifs de Tunisie relativement récemment par rapport à la longueur de ma carrière, donc il y a une vingtaine d'années à peu près, à l'occasion d'une invitation émanant du gouvernement tunisien, Ben Ali précisément, à donner une conférence en Tunisie. J'avais totalement oublié mes origines tunisiennes jusque-là, puisque je me spécialisais dans l'histoire des Juifs d'Espagne. Probablement la patrie de remplacement de mes parents quand ils ont quitté Tunis, puisqu'ils ont passé leurs étés en Espagne comme ils les passaient à la Goulette. Donc à cette occasion-là, j'ai redécouvert, je me suis souvenue, disons, de qui j'étais, de d'où je venais, et j'ai vu l'état du patrimoine, laissé totalement en déshérence en Tunisie, abandonné. Donc ma formation scientifique a fait qu'au début, j'ai commencé à photographier tout photographier, les objets, les pierres tombales, les cimetières, parler avec des gens, et j'ai rapidement senti la nécessité qu'il y avait probablement à préserver avant la fin, parce que c'était une communauté, la fin de 2000 ans d'histoire. J'étais là en direct, c'était une conscience que j'ai prise et qui m'a beaucoup remué, à dire vrai, tout m'est revenu, et les mauvais souvenirs aussi. Donc, moi, je travaille sur la Tunisie depuis 20 ans. Et de fait, du coup, je me suis intéressée à son histoire. J'ai publié, j'étais vice-présidente de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie. Et je pense que je maîtrise l'histoire longue, c'est-à-dire de l'Antiquité jusqu'à la période moderne et contemporaine, si tant est qu'on puisse maîtriser autant. Mais disons que j'avais une vision globale. C'est la raison pour laquelle, en fait, Gilles Samama, c'est lui qui a fait ce documentaire. Moi, je n'ai pas eu l'idée de le faire. C'était pas du tout dans mes projets. D'ailleurs, ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. J'étais débordée. Il m'a contacté parce qu'il me connaissait, il connaissait mon travail, parce qu'il voulait faire ce film en hommage à ses parents qu'il venait de perdre, les deux, à très courte distance. Et il a eu ce sentiment de quelque chose qu'il avait perdu irrémédiablement. Et probablement, il a ressenti la nécessité de la transmission, de qui ils étaient, d'où ils venaient, ce qu'ils ont fait.
Voilà. Et vous aviez quel âge quand vous avez quitté la Tunisie? Alors, j'ai quitté la Tunisie, j'avais 11 ans très précisément. Oui. J'ai quitté la Tunisie à quelques jours près après les événements du 5 juin 67, quand la ville a été saccagée lors d'émeutes populaires. Oui. Et j'habitais pas très loin justement de l'ambassade des États-Unis où pratiquement toutes les émeutes se sont déroulées. Et ils ont brûlé les magasins juifs sous mes yeux, en bas de chez moi. Oui. Ils sont montés chez nous avec des couteaux. Et quand on est parti pour l'aéroport ou se réfugier chez ma tante le jour même des émeutes, on est passé devant la synagogue saccagée, avec les rouleaux de Torah jetés sur les marches dans lesquelles ils avaient uriné. Enfin, je passe. Oui. Et c'était une vision de cauchemar que j'ai totalement, en fait, oubliée. Et qui revient. Et alors, Maya, en quoi toute cette histoire te touche? En fait, moi, lorsque j'ai vu votre documentaire, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Lorsque vous m'en avez parlé, lorsque j'ai vu l'introduction, enfin la bande-annonce, ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que moi je suis descendante ma grand-mère venait de Tunis et c'est vrai qu'elle me parlait beaucoup de la Tunisie, mais en des termes très charnels, très il y avait les odeurs, les couleurs, etc. Mais jamais on m'a parlé de cette profondeur politique, historique, culturelle de la présence des Juifs de Tunisie. Et donc je me suis dit, ce film il est vraiment nécessaire, il faut en parler parce qu'on n'imagine pas en fait la densité de toute cette présence juive en Tunisie. Et donc, il t'a permis de renouer avec tes racines, en fait. C'est vrai que pour moi, être juif tunisien, c'était je m'excuse, je veux choquer personne, mais pour moi, c'est très banal, en fait. Évoluant dans la communauté juive, les juifs thunes, c'est pas quelque chose de rare pour moi. Ça me paraissait, le couscous, les airs, voilà. Mais en fait, je me rendais pas compte que c'était vraiment d'une profondeur qu'on soupçonne pas du tout. Une immense histoire intellectuelle, une immense histoire... politique même, parce que les Juifs ont beaucoup contribué à la modernisation, au développement économique, au pluriculturalisme de ce pays. Ce pays, la Tunisie, aujourd'hui, ne serait pas ce qu'elle est sans cette pluralité culturelle qu'elle a abritée durant des siècles. Et moi, quand j'accepte de travailler sur ce documentaire, j'ai négocié évidemment avec Gilles pour que je puisse faire quelque chose aussi qui accentue et qui mette l'accent sur cet apport extraordinaire et cette culture complète en vérité. On croit toujours que c'est la culture de la kémia, mais pas du tout. Pas du tout. La culture juive tunisienne est une culture ancestrale et une culture très particulière en ce qu'elle a d'ouverture sur le monde. Probablement d'ailleurs, ça a beaucoup aidé les Juifs exilés de Tunisie, aussi bien en Israël qu'en France, à s'ouvrir vers un monde auquel finalement qui n'était pas trop compliqué pour aborder, parce que la Tunisie était une société d'ouverture. Et c'est ça qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et c'est ça que, excusez-moi, mais là, c'est important pour moi aussi, parce que je continue à travailler en Tunisie, c'est ça que j'aimerais que les jeunes Tunisiens musulmans sachent. J'aimerais qu'ils sachent ce qu'est leur culture véritablement. La Tunisie n'est pas un pays arabo-musulman. C'est un pays d'origine berbère, où il y avait des berbères d'abord, des dynasties berbères, où il y a toujours eu des juifs sur le territoire, il y a eu des païens, il y avait des chrétiens. C'était une terre d'ouverture. Et elle est restée pratiquement jusqu'à l'indépendance. Mais alors, du coup, si on rentre sur l'aspect un peu presque politique de votre démarche, moi, j'ai deux questions. Vous parliez de l'attitude des Tunisiens à l'égard de cette démarche. Moi, j'ai envie de faire le parallèle avec aussi l'attitude de certains Polonais non-juifs qui ont cette démarche de redécouvrir le patrimoine yiddish. Est-ce que vous pensez que les Tunisiens sont dans cette démarche de se réapproprier cette histoire juive en Tunisie ? Alors écoutez, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais plutôt qu'il y a une jeune génération qui a vécu dans le silence, auquel les parents n'ont rien transmis et qui est en quête. Il s'agit par exemple de Cléo Cohen, Margot Fitoussi, Myriam Levin, Camille Lévy. Ces jeunes femmes vous disent clairement, elles savaient que ça existait, mais elles n'ont pas eu les mots. Elles n'ont pas eu la transmission. C'est pas le cas de la générale des Juifs de Tunisie qui parlent assez aisément de leur passé, de ce qu'ils ont vécu, qui sont dans la nostalgie beaucoup en effet, mais dont les parents n'étaient pas dans l'absence de parole. Vous voyez, les Juifs tunisiens parlent. Et c'est ce qui les sauve en vérité. Contrairement à ce qui s'est passé avec ce judaïsme ashkénaze qui s'est tu pour ne pas raconter trop d'horreurs.
pour ne pas revivre en leur racontant ces horreurs, en fait. Bien Ils n'ont sûr. pas transmis, ils ont créé le manque. Les Tunisiens n'ont pas vécu l'horreur, ils ont vécu le choc, la déception, la peur, certes, mais pas l'horreur. Enfin, ils sont passés pas loin, hein, parce que je me souviens d'échanges avec André Naoum et le livre sur lequel il avait témoigné. Il a fait partie de ces centaines de jeunes gens qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, ont été Mon père déportés. aussi. Mon père a bien été déporté sûr. à Bizerte. Oui. Ils ne sont passés pas loin, vous l'avez dit. Oui, Mais ils n'y sont pas passés. pas entièrement. Dieu merci. Et comme ils sont de culture un peu résiliente, qu'ils ont fait, mais comme les Juifs de France après l'affaire Dreyfus et Oui. tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont construit sur ce qu'il y avait de positif. Donc c'est ça que qu'on voulait montrer. Je pense que Gilles y tenait aussi beaucoup. Gilles Samama, j'entends. Il voulait transmettre en vérité cette capacité à vivre. Et comment finalement arriver en France, ils ont transmis cette volonté de vivre. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Hein. Vous avez dit, cette volonté de s'intégrer, c'est la nécessité. La nécessité de s'intégrer parce que quand on est juif, eh bien, pratiquement, on est avec l'idée que peut-être un jour on part. Peut-être. Mais je ne sais pas si c'était ancré dans la mémoire des Juifs de Tunisie, parce que finalement, à part quelques crises avec les Hilaliens au XIIe siècle, avec les Fatimides à un moment au Xe, finalement, ils sont une des rares communautés qui a vécu avec un califat très stable avec les Fatimides. Du XIIe siècle au XVIe siècle, ils ont eu les Hafsides, et la stabilité politique, ça aide toujours les communautés juives à prospérer et à rester sur place. Ce qui ne réussit jamais aux Juifs, c'est les crises dynastiques, les crises politiques, les crises économiques. Mais alors, du coup, si vous abordez le sujet de la cohabitation entre juifs et arabes en Tunisie, dans les années 50 et 60, comment vous qualifieriez cette cohabitation ? C'est-à-dire, est-ce que les gens étaient vraiment... vivaient côte à côte, certes, mais est-ce que les gens étaient amis entre juifs et arabes ? Ou, comment ça se... Ça, c'est la grande question. Mais oui. Alors, la grande question... Les relations. Alors, les relations, il y a des faits clairs. C'est-à-dire qu'en fait, on n'allait pas tellement les uns chez les autres. En revanche, on se voyait sur le palier, dans les cours communes. On jouait avec les voisins qui étaient des musulmans ou des juifs. On habitait dans les immeubles mélangés. Il faut bien comprendre une chose. Dans toutes ces sociétés-là, et probablement les autres, les européennes, c'est pareil, on se connaissait par classe sociale. En vérité, les juifs riches ne fréquentaient pas plus les juifs pauvres. Ils fréquentaient les gens de leur classe sociale. Dans les immeubles de gens de classe moyenne comme la nôtre, mes parents étaient sortis de la Hara, avaient commencé à Donc gagner la Hara, un peu mieux leur vie. c'était le quartier, le ghetto juif. Oui, le ghetto juif. C'est pas tellement le ghetto, parce qu'il n'y avait pas que des juifs dans la Hara, mais comme disons la le Médina, quartier en fait. où les juifs se regroupaient plus tôt, et le quartier vraiment le plus pauvre. Insalubre au point qu'il a été d'ailleurs pratiquement détruit par Bourguiba, et puis maintenant il devient le quartier chic, comme dans les pays polonais, etc. Mais bon, en tout cas, les gens se fréquentaient par classe sociale. Moi, je me souviens très bien que nos voisins musulmans, moi j'allais tapisser avec ma voisine quand je rentrais de l'école. Elle travaillait pour le musée de l'artisanat, et donc elle m'apprenait à tapisser les tapis. J'étais assise par terre à côté d'elle. Elle était, bien sûr, elle était musulmane. Je jouais avec ses gosses dans la rue. Ça allait. Il y avait quand même des tensions, et on ne pouvait pas prononcer le mot d'Israël, on pouvait à peine dire juif, on ne pouvait pas dire arabe non plus. C'était des choses qui ne se faisaient pas, c'était considéré comme des mots de ségrégation insultantes à partir du moment où on se distinguait. Mais il y a une autre chose, c'est que quand même, il faut bien reconnaître qu'on n'était pas considérés comme des Arabes. On avait beau prouver que la présence juive datait du 1er siècle, voire peut-être même de la période punique en Tunisie, certes 3 siècles avant notre ère, en tout cas certainement depuis la période antique. Eh bien, les Juifs sont considérés comme une entité étrangère. Non pas parce qu'il y a eu des Espagnols qui sont arrivés, des Livournais, etc. Il y avait des autochtones qui étaient beaucoup plus nombreux, les Touansa. Donc, eh bien, on était quand même considérés comme des étrangers. Pourquoi ? Parce que l'islam a induit une ségrégation entre les musulmans et les Halal Dimma, c'est-à-dire les gens, les peuples du livre, les chrétiens et les juifs. Donc avec un statut différent. Et finalement, eh bien, la religion a fait la désignation. C'est-à-dire que vous n'étiez pas musulman, donc vous n'étiez pas arabe. On a confondu arabité et islam, alors que les juifs étaient arabophones, écrivaient en arabe. Et le judéo-arabe, ce n'est rien d'autre que de l'arabe, avec quelques mots d'hébreu et quelques tournures syntaxiques hébraïques. Donc, vous voyez, il faut savoir tout ça. D'accord. Parce que les juifs
Donc en Des fait, c'est pays une arabes forme de coexistence, mais on ne dirait pas d'intégration dans le... Au sens propre du terme. C'était une coexistence hiérarchisée. D'accord. Il y avait des citoyens et des sous-citoyens, mais c'était parce que le religieux et politique, il l'est toujours, même si la Révolution française a apporté quelques changements. Et c'est pour ça que les Juifs ont tellement été attirés par la civilisation française, parce que les droits de l'homme, la Révolution française, bien sûr. leur permettaient de sortir de ce statut de dimitude. Quand même, Et du coup, pour vous, juifs arabes, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que finalement la démarche en fait de certains qui se réclament, certains juifs qui vont peut-être chercher leurs origines et dire mais notre arabité en nous, pour vous c'est une démarche un peu étrange en fait. Pas du tout. C'est une démarche qui est due à l'ignorance. C'est-à-dire qu'en vérité, pas seulement l'ignorance, mais l'ignorance de l'autre, pas de soi. Parce qu'on peut se sentir, venez chez moi je cuisine tunisien, je comprends parfaitement l'arabe. On a très envie de venir chez vous. Maya, on y va. Non, mais vous voyez, C'est noté. Je lis l'arabe, j'écoute, je comprends couramment. Je me promène dans les rues de Tunis et j'ai pas besoin qu'on me traduise. C'est ma culture, vous voyez. Mais je ne me sens pas arabe parce qu'on nous a jamais laissé nous sentir arabes. On était des juifs. Donc juifs tunisiens finalement, c'est ça en fait. Tunisiens. Juifs. On est des Tunisiens juifs. Et on a interviewé quelqu'un à Djerba qui disait un monsieur qui faisait des briques. Il dit, moi, comme tu veux. Je suis un arabe juif ou un juif arabe, comme tu préfères. C'est toi qui choisis. Vous voyez, on est arabe de culture. Il n'y a rien à faire. Et aujourd'hui, on confond arabe et musulman. C'est ça le problème. Mais du coup, donc toute cette intégration et vous étiez quand même, vous le dites, vous parliez arabe, etc. Ça a dû être quand même assez violent cet exil dont on a un peu parlé au début de l'entretien. Comment ça a été vécu? Est-ce que vous l'avez vu venir dans vos familles? Comment... Non, on n'a rien vu venir. C'est-à-dire que les gens sont partis au fur et à mesure avec l'indépendance. Il y avait cette espèce de sentiment qu'à partir du moment où la France partait, on se sentait moins en sécurité parce qu'on était moins protégé, parce qu'on retombait sous l'autorité des tribunaux locaux il faut bien dire la vérité, que même s'il y a eu le pacte fondamental qui a octroyé des droits d'égalité aux Juifs quasiment, les Juifs n'étaient pas jugés également, ils ne payaient pas d'impôts comme les autres, c'était toujours plus taxé, et surtout à la merci de n'importe quel petit fonctionnaire. Et ça donne le sentiment d'une précarité. Alors, tant qu'il y a des notables, des intellectuels, tant que la communauté protégés par des personnalités juives qui ont un accès au pouvoir, les juifs sont rassurés. Mais quand les élites s'en vont, eh bien le reste du peuple juif qui a peur. Et avec la peur, vous ne pouvez pas vivre et on ne peut pas éduquer ses enfants dans la peur. En vérité, ce qui a fait que les juifs sont partis, c'est la peur. Il y a eu 2 types d'exil, si je peux me permettre. Le premier, ceux qui sont partis en Israël par idéal religieux, entre 48 et 56, et le second, ceux qui sont partis à cause de la peur. Et dans votre cas, d'après ce que vous venez de nous raconter il y a quelques instants, avec ce pogrom terrible, c'était la peur chez vous? Sans aucun doute. Oui. Sans aucun doute. Pas le désir, la peur. Oui. Moi j'ai une question aussi parce que j'adore l'idée que Maya soit d'origine tunisienne. On parle beaucoup de transmission dans les émissions de la Viso et que en voyant ce film, ça t'est tellement touché. C'est vrai qu'en fait, j'ai un grand regret. Je suis impatiente de voir tout le film puisque je n'en ai vu qu'un extrait, mais je regrette beaucoup de ne pas avoir fait parler ma grand-mère plus sur des choses, des vraies choses en fait. Mais je pense qu'en fait, elle ne savait pas. Moi, je me souviens que ma grand-mère nous disait, au collège, on nous apprenait, nos ancêtres les Gaulois, vêtus de peau de bête, vivaient de la chasse. Et donc, pense que même si je l'avais questionnée, elle n'aurait pas pu me dire quels sont les grands intellectuels juifs tunisiens. Mais vous savez, vous avez parfaitement raison, c'est l'ignorance ici qui est le problème fondamental. Maïmonide disait que la barbarie, c'est l'ignorance menée à la barbarie. L'ignorance, les gens ne savent pas. Et j'espère que ce film, en tout cas, donnera envie de savoir. Ruggiero Gabay, le réalisateur, a fait un beau film et il a fait un beau montage et il a fait de telle sorte que même si toutes les infos historiques n'y sont pas, on a envie de savoir plus. C'était le but. Alors, Sonia Fellouz, vraiment, merci pour tout ce que vous nous apportez. Quelques infos Viso? Oui, je voudrais tout d'abord signaler l'ouverture d'une nouvelle section Viso à Vif. Donc, ce sont les jeunes de la Viso à Bordeaux qui
qui sera sous le leadership de Marion Bernstein. Je signale aussi qu'il y a un Shabbat qui est organisé par la Viso Toulouse en honneur de Simone Veil et tout un Shabbat organisé au Chambon-sur-Lignon par Viso Lyon sur l'histoire de ce lieu emblématique de la résistance. Bien sûr, de la résistance et qui a caché tant d'enfants juifs, ce dont on leur sait gré pour l'éternité. Bref, en tous les cas, belle initiative. Sonia Fellous, un grand merci d'être venue au micro de Radio J aujourd'hui et de la Viso, bien sûr. Merci beaucoup. Pour les auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur l'exil de Tunisie, votre documentaire sera projeté au Musée d'art et d'histoire du judaïsme le 22 septembre. On y sera et vous trouverez d'ailleurs toutes les infos sur www.mage.org. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Et merci pour cette belle rencontre intergénérationnelle que vous nous avez proposée. Merci Maya. Merci. Merci Sonia. Merci, au revoir.